Des fois, ton corps, il fait des gestes et des bruits que t'as pas envie de faire. C'est pas si anormal que ça, mais ça dérange plein de monde, et c'est là que ça pue la merde. Alors aujourd'hui, on va parler de tics et de Tourette. Pourquoi les deux en même temps? C'est parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve que les deux soient des phénomènes différents, et que finalement, il se pourrait que Tourette ne soit qu'une version beaucoup plus grave des tics. Je te laisse quand même les articles scientifiques, pour que tu vois et que tu juges par toi-même s'il y a des différences. Mais c'est pour cette raison que je vais surtout parler de tics dans cette vidéo, sachant que les explications pour les tics valent pour Tourette. Donc, on va déjà définir ce que c'est un tic. Alors, il y a des tics moteurs, c'est un mouvement abrupt, rapide et non rythmique. Et tu as des tics vocaux, qui sont des sons difficiles, voire impossibles à contrôler pour les gens qui tiquent. Tu as des tics transitoires, c'est-à-dire des gens qui vont développer des tics qui vont disparaître avant 1 an. T'as les tics qui, eux, restent plus d'1 an et qu'on appelle des tics. Et t'as le syndrome de Tourette, dans lequel il faut avoir des tics moteurs et des tics verbaux, sachant que les tics verbaux n'ont pas à être juste des insultes comme les gens se représentent Tourette, mais peuvent être n'importe quel type de bruit vocal. Les tics, en fait, c'est super fréquent. Dans les études en épidémio, on voit que, selon les études et selon la population, on observe de 4 à 20% des personnes qui ont déjà eu des tics. Et pour Tourette, c'est à peu près 0,5% des gens. Les tics, en général, ils démarrent enfant ou au début de l'adolescence, mais généralement, c'est vers 5 à 7 ans. L'âge où leur intensité est la plus forte, c'est entre 10 et 12 ans, puis après, ils diminuent progressivement quand la personne grandit. Bon, par contre, l'idée que ça disparaît avec le temps est un peu exagérée. Quand un enfant développe un tic, il y a 2/3 de chances qu'il le garde 5 ans après. Et un enfant qui a un tic, il a 20% de chance de le garder adulte, pas forcément à un stade où c'est emmerdant, mais en le gardant quand même. Un point important à souligner, c'est que souvent, avant un tic, les patients y ressentent ce que les chercheurs appellent une premonitory urge. Et comme je ne sais pas trop comment le traduire, je vais dire forte envie prémonitoire ou envie au cours de la vidéo. En gros, c'est comme si une pression montait et que le tic allait décharger cette pression. Ces envies se ressentent de mieux en mieux au fil du temps, mais certains patients disent ne jamais les ressentir. Les patients les décrivent de manière très différente chacune, certains sentent que ça brûle, que ça gratte ou une sensation étrange dans leur corps. Donc, les tics, ça vient d'où? Au départ, les premières théories, elles pensaient que le problème venait surtout des envies prémonitoires. C'est-à-dire que l'envie viendrait, et que ça serait le problème, et que les tics seraient en fait une action volontaire du patient pour calmer l'envie. Bon, cette théorie, elle est vite tombée à l'eau, puisque l'on voit que les tics sont parfois absolument pas volontaires, et souvent, les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles tiquent. Par exemple, le clignement des yeux qui est un tic très fréquent. Si je me souviens bien dans mes lectures, 95% des gens qui ont Tourette ont aussi des tics avec les yeux. Et c'est aussi un des tics dont les patients se rendent très peu compte. Et en plus, des fois, il n'y a aucune envie prémonitoire qui les déclenche. Bref, donc cette théorie est vite tombée à l'eau. Une autre théorie, c'était que les tics émergeaient d'une trop grande sensibilité des tiqueurs aux perceptions interoceptives, c'est-à-dire qu'ils ressentaient trop fortement l'intérieur de leur corps. C'est cette sensation exacerbée à leur intérieur qui expliquerait les envies prémonitoires très fortes que tout un chacun pourrait ressentir, mais qui deviendraient trop fortes chez le tiqueur et qui déclencheraient un tic pour réduire l'inconfort. Un peu comme si quelqu'un avait une peau trop fragile, ressentirait trop facilement l'envie de se gratter et finirait par se gratter tout le temps. C'est une théorie qui tient aussi sur les observations de différences perceptives entre les tiqueurs et les non-tiqueurs. La limite de cette théorie, c'est que des fois les tics se déclenchent sans envie prémonitoire et on ne remarque pas forcément de lien chez les patients entre la puissance de l'envie et la puissance des tics. Une autre théorie est que les tics viendraient d'un problème d'inhibition motrice. En gros, tout le monde a un corps qui s'agite naturellement, un peu comme un bébé qui bouge dans tous les sens sans rien comprendre à ce que fait son corps. Mais ton cerveau, il apprend progressivement à bloquer les mouvements inutiles et à augmenter le contrôle de toi. Sauf que ce contrôle, cette inhibition de tes mouvements, elle foirerait et donnerait des tics. Cette théorie, elle s'appuie sur la très forte association entre tics et troubles de l'attention, troubles où on observe des problèmes de contrôle de soi et d'inhibition. Si tu prends tous les gens qui ont des tics, dans ce tas, tu en as 40% qui ont un trouble de l'attention, ce qui est 8 fois plus que dans la population générale. Et tu trouveras aussi des théories neurobiologiques de comment ton système moteur est atteint dans les tics, comme il est atteint dans les TOC. Et les TOC, c'est la deuxième pathologie que l'on retrouve le plus chez les gens qui tiquent. Bref, si je résume vraiment, on a plusieurs théories, mais aucune ne
permet vraiment d'expliquer le phénomène qui est bien plus complexe qu'il ne semble être à la base. Par contre, cette théorie, elle permet de comprendre certains phénomènes liés aux tics, notamment pourquoi certaines situations augmentent leur fréquence et leur intensité. Par exemple, le fait que les tics puissent venir d'un problème exécutif, comme on trouve chez les TDAH, expliquerait pourquoi ils augmentent lorsque le ticker est devant la console ou la télé. Il y a un truc dans ton cerveau qui s'appelle le sensory gating. C'est le processus qui fait que ton cerveau va trier les informations valables et non pertinentes. Dans un environnement surstimulé, comme devant la télé ou la console, le travail de tri est plus important, ce qui donne moins d'énergie à ton cerveau pour le contrôle moteur, et boum, hausse des tics. Dans le même genre, on a remarqué que le stress augmentait les tics. Sauf que les études, elles ont montré que des fois oui et des fois non. Et les chercheurs, ils ont fini par comprendre que c'est pas les tics qui augmentent avec le stress, mais c'est les capacités à les gérer qui diminuent avec le stress. Ils ont fait des expériences où on stressait des tickers. Et en fait, la fréquence des tics sous le stress n'est pas supérieure, sauf qu'elle est supérieure dans les conditions où on demande aux tickers de se contrôler. Donc le stress, il augmente pas les tics directement, mais il l'empêche de les contrôler. Une autre condition qui augmente les tics, c'est les situations d'ennui. Là, l'idée, c'est que le manque de stimulation augmente l'attention sur les perceptions internes et donc les envies prémonitoires et donc les tics. Ce qui expliquerait que la plupart des tickers ont les tics qui diminuent quand ils ont une tâche qui leur prend leur attention et donc ils ne se concentrent pas sur eux, mais qui n'est pas surstimulante et qui donc ne demande pas trop à leur système de contrôle d'eux-mêmes. Par exemple, s'ils se mettent à faire du découpage ou du coloriage ou qu'ils sont attentifs sur la lecture, les tics disparaissent ou diminuent fortement. Tu peux aussi comprendre avec ces modèles les attitudes à ne pas avoir avec un ticker. Genre en lui balançant devant tout le monde, arrête de faire ça, parce que du coup le ticker il va se concentrer sur lui, donc augmenter les envies prémonitoires et augmenter les tics. Ça va le stresser à cause du regard des autres, et lié au fait de se faire gueuler dessus, et donc augmenter les tics. Donc meilleur moyen d'augmenter les tics d'une personne, lui reprocher d'avoir des tics. Ce qui est quand même difficile à expliquer à des collégiens trop cons qui seraient bien capables de proposer de l'alcool à des alcooliques. Bon, du coup on va voir ce qu'on peut y faire. Les tics, c'est très fréquent, donc les recommandations sont assez nombreuses et cohérentes entre elles. Première chose, les tics ça ressemble à vachement beaucoup d'autres problèmes et ce que j'ai dit n'était pas très français. Donc déjà, il faut voir si cela est vraiment des tics, sinon on passe complètement à côté de la plaque. Ensuite, très important, il faut chercher les troubles comorbides. Comme je t'ai dit, TDAH et TOC sont très fréquemment associés aux tics. Il faut donc voir ce que l'on traite en premier et sur quoi on se concentre, car l'estime de soi des tickers semble être plus détruite par les troubles associés que par les tics eux-mêmes. Bon, maintenant on va voir vraiment quand même bien identifier un tic et tout est géré à côté. Le premier truc à conseiller, c'est la psychoéducation. C'est essentiel. C'est faire comprendre les modèles que je t'ai expliqués, que le contrôle n'est pas possible et que ce n'est pas dépendant de la volonté du ticker, que des facteurs vont venir les empirer et les possibilités de traitement que l'on peut mettre en place. Il est aussi possible de faire de la psychoéducation en classe ou dans la famille pour éviter qu'on stigmatise le ticker, car ça risque de poser de gros problèmes pour lui. Ce qui est très important, c'est ensuite d'évaluer le fonctionnement des tics et leur incidence dans la vie de tous les jours. Si les tics n'handicapent pas la personne, alors le mieux c'est de rien faire. Vérifier de temps en temps avec le professionnel si ça empire pas, essayer de détecter quand les tics empirent et de gérer les situations avec de la psychoéducation et des connaissances de la famille. Si les tics commencent par contre à être perturbants, on commence à proposer des thérapies cognitives et comportementales. Et là, les recommandations sont larges. D'un côté, on peut apprendre à gérer le stress, les problèmes familiaux, bref, trouver un équilibre mental qui permet moins de stress et donc moins de tics. Et après, il y a des programmes très spécifiques aux tics, basés sur des techniques que l'on utilise par exemple aussi dans les TOC, en court-circuitant le système moteur. Par exemple, un des programmes apprend à mieux ressentir les envies prémonitoires, à ressentir l'envie de tiquer, et ensuite apprendre à ordonner volontairement un mouvement contraire à celui que veut faire le tic. Par exemple, si la personne tique en bougeant ses mains vers la droite, on lui apprend à sentir le tic en faisant un mouvement vers la gauche, ou un mouvement musculaire inverse à ce qui lui permet de faire le mouvement vers la droite. Ça permet de bloquer le lien entre l'envie prémonitoire et le mouvement, l'action motrice, c'est-à-dire le tic. C'est une des techniques qui a été le plus étudiée et qui a le niveau de preuve le plus important. Et si
Vraiment, l'handicap lié au tic devient très important qu'on observe très fréquemment chez Tourette. Et s'il devient urgent d'avoir une efficacité très rapide, comme par exemple sur un enfant qui est au Tourette et qui pourrait pas s'empêcher de faire un tic vocal toutes les 2 secondes en classe, ou qui se montrait en danger souvent à cause de ses tics moteurs, par exemple quand il est en train de couper quelque chose et qu'il a un tic qui risque de lui foutre le couteau dans l'œil, on recommande la pharmacothérapie qui permet de calmer pas mal de symptômes. Bien entendu, on l'associe souvent avec des TCC. Et si vraiment dans le pire des cas, la personne est vraiment résistante à tous les traitements, on propose des techniques beaucoup plus invasives et que l'on essaie quand même d'éviter au maximum. Bref, on suit les tics en fonction du handicap qu'ils amènent. Un tic, il ne faut pas forcément le changer, il faut juste le changer et essayer d'avoir une affaire dessus si ça peut vraiment pourrir la vie de la personne, car ça va forcément s'améliorer avec le temps. En fonction du handicap, on propose des méthodes les plus douces, non invasives et sans effet secondaire dès que l'on peut. Évidemment, comme les tics évaluent favorablement au fil de la vie, c'est nécessaire de refaire un point plusieurs fois et de réadapter le suivi en fonction de l'évolution. Si une personne doit prendre des médicaments, ça ne veut absolument pas dire qu'elle devra en prendre à vie. Voilà, maintenant t'en sais un peu plus sur les tics et les raisons pour lesquelles tu peux foutre la paix à quelqu'un qui a des tics. Si tu veux en savoir un peu plus sur plein de trucs de la psycho, t'as ma chaîne ici. Et puis, en attendant, bonne journée ou bonne soirée selon quand tu regardes. Au revoir!